As part of the series of annual reports, the City of Montreal held a council meeting on the 2020-2022 annual report of the Service de sécurité incendie de Montréal. The same was invited to do a presentation on the work that had been done in the past 2 years and discuss what could be done better. After the presentation, Montrealers and councillors were invited to ask questions on the SIM's work. Stay tuned for the whole council to hear more. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je me présente, Daphné Collin, présidente de la Commission de la sécurité publique. La Commission de la sécurité publique se réunit ce matin afin de vous présenter le bilan annuel 2022 des activités du service de sécurité incendie de Montréal. Désolée. Je souhaiterais tout d'abord vous présenter mes collègues commissaires qui siègent à mes côtés auprès de la Commission de la sécurité publique. Je vous laisse le soin de vous présenter, chers commissaires, en commençant par le vice-président et la vice-présidente. Bonjour, Christina Smith, mairesse de la ville de Westmount et vice-présidente de la commission. Abdelak Sari, conseiller de ville au district Marie-Clarac à Montréal-Nord et représentant de l'opposition officielle à l'hôtel de ville ici à la commission. Ensuite, les membres de la commission, en commençant par ma gauche. Marc Doré, maire de la cité de Dorval. Gracia Kasuki Katawa, mairesse de Côte-des-Neiges-NDG. Ma droite. Benoît Gratton, conseiller d'arrondissement de Desmarchais-Crawford à Verdun. Lisa Christensen, conseillère de ville pour le district La Pointe-aux-Prairies à Rivière-de-Prairie, Pointe-aux-Trembles. Je vous prie d'excuser l'absence de M. Younes Boukala. Et je souhaite également souligner la présence dans la salle de M. Alain Vaillancourt, qui est responsable de la sécurité publique au comité exécutif de la Ville de Montréal. Je remercie pour leur présence le directeur du service de sécurité incendie de Montréal et coordonnateur de la sécurité civile de l'agglomération de Montréal, M. Richard Liebman, ainsi que l'ensemble des représentants et représentantes du CIM et du Centre de sécurité civile qui l'accompagnent. Avant tout, avant de débuter cette séance, je tiens à adopter l'ordre du jour qui vous a été présenté. Je demanderai à un commissaire de proposer et à un autre d'appuyer. Monsieur Sari et j'ai Monsieur Doré qui appuie. Donc maintenant, permettez-moi de vous présenter brièvement le déroulement de l'Assemblée. Le CIM présentera son bilan annuel de ses activités pour l'exercice 2022. Ensuite, nous ferons une courte pause de quelques minutes pour recevoir les dernières inscriptions ainsi que les questions et commentaires du public via le formulaire en ligne. Suivra la période d'intervention réservée au public en commençant par les personnes présentes dans la salle. Et puis, par la suite, nous enchaînerons par la lecture des questions et commentaires qui nous ont été transmis via le formulaire en ligne. Enfin, nous terminerons le segment consacré aux questions et commentaires des membres de la commission. Les élus, naturellement, qui sont présents dans la salle pourront également poser leurs questions s'ils le veulent. Donc, je désire et je dois également procéder à l'adoption du procès-verbal de la séance publique qui a été tenue le 14 février dernier. Est-ce que j'ai un commissaire qui était présent qui peut proposer? OK. Madame Smith et Madame Christensen qui va appuyer le procès-verbal du 14 février dernier. Donc, sans plus tarder, je cède maintenant la parole à M. Richard Liebman, directeur du service de sécurité incendie, que j'invite à faire la présentation des membres de l'équipe qui l'accompagne aujourd'hui. C'est à vous. Merci, Madame la Présidente. Merci de votre accueil. J'aimerais aussi présenter les membres de ma direction qui sont ici avec moi aujourd'hui. M. Philippe Gauthier, directeur adjoint par intérim à la direction du soutien stratégique et technique. M. Serge Villeneuve, directeur adjoint de la direction des opérations. Mme Chantal Bibeau, directrice adjointe à la prévention et gestion intégrée des risques. Mme Annick Maletto, directrice du Centre de sécurité civile.
Mme Annick Saint-Pierre, notre conseillère au Bureau d'équité, diversité et inclusion, ainsi que M. James Mignot, assistant directeur du Centre de services stratégiques et techniques, et M. Marwan Chedid, assistant directeur aux opérations. Et je remercie également pour leur présence aujourd'hui avec nous le président de l'Association des pompiers de Montréal, M. Chris Ross, ainsi que M. Marc-André Gosselin. Merci d'être présent. Donc aujourd'hui, on aimerait vous présenter le rapport des activités 2022 du Service de sécurité incendie de Montréal. Comme vous savez, le territoire de Montréal couvre l'ensemble de l'agglomération de Montréal avec 66 casernes et une caserne estivale. La superficie du territoire, 500 km² et plus, on a plus de 2 millions de population qui est desservie. Je vous épargne un peu les statistiques, mais je pense que c'est important de souligner qu'on est déjà rendu à presque 18% de personnes de 65 ans et plus. Et comme vous allez voir plus tard dans la présentation, ce phénomène de vieillissement de la population est un enjeu important pour le service de sécurité incendie. On a aussi une population itinérante qui arrive à tous les jours pour travailler à Montréal, qui est très importante. Et notre patrimoine bâti, on a 71% de bâtiments qui ont été construits avant 1980. Notre mission, comme vous le savez, c'est principalement de sauvegarder la vie, protéger les biens et préserver l'environnement. On a 3 volets à notre mission: éduquer, prévenir, intervenir, rétablir et sécuriser. La vision de notre service, c'est la force d'équipe à votre service. Et les valeurs qu'on préconise sont la santé et sécurité de tous, la priorité aux citoyennes et aux citoyens, le respect et la gestion responsable. Justement, notre focus sur le citoyen inclut un petit peu de tout, et c'est pour ça qu'on a renommé la direction de la prévention à la direction de la prévention et gestion intégrée des risques. En 2022, en 14 jours, nos agents et agentes de prévention ont visité plus de 3800 bâtiments et on a sensibilisé beaucoup de monde au risque des inondations. Donc, on contribue également à la sécurité civile et tous les différents volets ensemble comme une grosse équipe pour la prévention et la préparation au sinistre. On met aussi beaucoup d'emphase. En 2022, on a parti le programme de développement et formation des officiers et officières. On sait que le nerf de la guerre chez nous, c'est vraiment de responsabiliser la base et d'avoir des personnes en caserne qui sont capables de bien faire, de bien exercer leur leadership. Et on a mis en place un programme pour mieux les préparer pour faire face à l'ensemble des défis d'aujourd'hui, incluant la civilité, l'intégration de la diversité et assurer un bon climat en caserne. Le programme, par contre, vise l'entièreté de la carrière d'un pompier ou une pompière à partir de son entrée au service et toutes les étapes de lieutenant, capitaine, chef, jusqu'à la direction. Au niveau de la diversité, notre Bureau d'équité, diversité et inclusion poursuit son mandat pour vraiment faire en sorte que notre service reflète du mieux qu'on peut la population qu'on dessert. On a eu juste la fin de semaine dernière les activités, les filles ont le feu sacré et on a tous le feu sacré pour montrer aux jeunes de différents groupes sous-représentés c'est quoi le métier de pompier de façon pratique, et c'était un très grand succès, comme à tous les années. On a mis quand même un tableau qui démontre que, bien qu'on déploie énormément d'efforts, il nous reste encore beaucoup de chemin à faire pour qu'on reflète la population desservie, et on va vous parler un petit peu plus de nos efforts durant la présentation. J'ai quelques statistiques par rapport à l'équité, diversité et inclusion. On voit qu'il y a une variabilité d'une année à l'autre en matière des embauches, mais il ne faut jamais perdre de vue que nos embauches doivent être faites d'un bassin captif qui sont les personnes qui sont graduées des écoles de pompiers. Donc, depuis plusieurs années, on travaille avec ces écoles-là pour augmenter le nombre de personnes issues de groupes sous-représentés aux écoles pour qu'on puisse, à la fin, avoir un meilleur bassin en termes de diversité de laquelle on peut embaucher des gens. On fait du progrès, on voit que ça commence à changer, mais on est très conscient qu'on doit poursuivre nos efforts et accélérer nos efforts. Et bien que les statistiques s'améliorent, on voit la répartition, il y a encore énormément de chemin à faire dans ce sens.
Cela étant dit, en 2022, on a engagé, ou pas engagé, mais on a fait la promotion de notre première chef aux opérations à la direction des opérations. C'est quand même un élément important parce que c'est la première fois qu'on a une femme qui a pénétré les rangs de l'état-major pompier aux opérations. On a plusieurs femmes dans les postes de gestion à différentes places, mais aux opérations, c'est vraiment une première, puis on espère que le reste va suivre. Évidemment, ça prend plusieurs années avant qu'on voit les résultats à cause du fait que les gens qui passent à chef doivent passer à travers les différents rangs du service. Notre virage au niveau de la au niveau de la prévention, on met en place une nouvelle vision de la prévention qui a vraiment commencé avec l'arrivée de Mme Bibeau à la fin de 2021. Le 15 juin 2022, on a présenté cette nouvelle vision de prévention à l'ensemble des employés de la prévention et ça a été un grand succès. On a amorcé ce virage-là et on le poursuit. On met beaucoup d'emphase aussi à outiller les populations vulnérables par la prévention. On travaille avec des partenaires comme le CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal, aussi avec le FADOC et d'ailleurs, on a remporté un prix Triangle Vert au congrès de l'Association des techniciens en prévention incendie il y a 2 semaines, je pense, la semaine dernière, à Rivière-du-Loup lors du congrès, justement pour les efforts dans le projet de partenariat avec FADOC, entre autres. On a fait plusieurs activités de prévention à l'année longue, mais aussi durant la semaine de prévention. Les agents de prévention avec les pompiers font des activités dans les portes ouvertes en caserne. On a eu un record de 14 500 personnes qui ont visité nos casernes durant la semaine de la prévention l'an dernier. On participe également à plusieurs activités urbaines. Vous savez très bien que Montréal est une ville de festivals, donc on participe activement à la prévention incendie pour tous ces festivals-là. On a aussi participé à la COP 15 avec le SPVM et plusieurs autres partenaires pour accueillir plus de 15 000 participantes et participants de 200 pays. On voulait nous assurer qu'il y avait une bonne visite sécuritaire à Montréal. On a aussi tous les chantiers de sécurité, les chantiers urbains pour lesquels on travaille avec différents entrepreneurs et avec différents services. On a 108 dossiers qui ont été réglés avec la section d'ingénierie et on a plusieurs grands chantiers qui demeurent sous surveillance et on travaille avec les différents services. Pour le REM et le prolongement de la ligne bleue du métro, plus de 291 plans vérifiés, plusieurs rencontres, les systèmes de gestion des entraves, on a produit plusieurs fiches pour info-travaux également. Au niveau de la sécurité civile, pour le programme de continuité des affaires, on travaille avec l'ensemble des arrondissements et villiers pour nous assurer que tout le monde est bien préparé pour la continuité des opérations lors de n'importe quel type de sinistre. On a aussi le prix Mérite québécois de la sécurité civile qui a été donné au CIM pour sa réponse à la crise humaine de la COVID-19. En 2022, on a également poursuivi le projet de réaménagement du Centre de coordination des mesures d'urgence avec une aide financière du gouvernement ou de l'agence, c'est plutôt l'Agence municipale de financement et développement des centres d'urgence. On a aussi, on continue notre participation au programme de 911 PG, 911 prochaine génération, pour être prêt au bascule de l'analogique au numérique pour les appels et recevoir aussi les textos en temps réel et différents moyens par vidéo et photo au 911 qui sont ensuite basculés au centre de communication du service incendie. En ce qui concerne les opérations, on a répondu à plus de 118 000 interventions d'urgence, incluant des urgences médicales, des systèmes d'alarme, des feux de bâtiment, des feux de véhicules, des interventions spécialisées. Là-dedans, on a répondu à plus de 2 900 arrêts cardio-respiratoires et 500 accouchements au niveau des 71 000 interventions médicales d'urgence qu'on a faites. Évidemment, avec cette ampleur d'intervention, on doit faire beaucoup de formations. Donc, on a 160 nouveaux pompiers premiers répondants et on a fait le maintien de compétences à 536 pompières et pompiers premiers répondants, ainsi que nos chefs aux opérations.
Avec la nouvelle convention, on a mis en place un projet pilote de pompiers flottants. On compte aujourd'hui 120 pompières et pompiers flottants qu'on peut déplacer d'un quart de travail à un autre pour diminuer le temps supplémentaire et nous donner un petit peu plus d'agilité pour être sûr qu'on comble l'ensemble des quarts de travail à un coût minime avec la réduction de temps supplémentaire. On a aussi la division de planification des effectifs qui maximise les déplacements en fonction des prévisions. On fait maintenant la planification prévisionnelle des quarts de travail un couple de semaines avance pour être capable de mieux préparer les absences et combler les absences. Au-delà de notre mission principale, on est aussi engagé dans la communauté. On fait les paniers de Noël avec l'Association des pompiers de Montréal et on a amassé plus de 428 000 $ et donné de l'aide à 800 familles, 1300 enfants de 14 ans et moins. Les pompiers auxiliaires de Montréal, qui sont des bénévoles, ont répondu à plus de 155 appels, interventions d'urgence, sont présents à nous soutenir sur les lieux des interventions, sont toujours présents à nos cérémonies également. C'est un groupe de bénévoles extrêmement dédiés, on les apprécie beaucoup. Et cette année, en 2023, va être le 10e anniversaire de notre garde d'honneur qui participe à toutes nos activités et cérémonies, qui ont déjà aussi porté un soutien moral à différents services lorsqu'ils subissent des pertes de personnel. On va tomber un peu dans les statistiques et je vais aller un petit peu plus vite dans la présentation des statistiques parce que vous l'avez tous en main. Au niveau des principales causes d'incendie, on voit que les feux de cuisson et les articles de fumeurs demeurent notre plus grande source d'incendie résidentiel. Au niveau des interventions, évidemment, 2020 et 2021 ont été biaisés un peu par la pandémie. On a eu beaucoup moins d'appels premiers répondants en 2020 à cause de la pandémie, mais ce qu'on voit, c'est un retour vers la normalité. Et suite à votre demande, on a mis en annexe à la fin de la présentation quelques statistiques de 2018 et 2019 pour avoir un comparatif un petit peu plus exact que je peux couvrir plus tard. On voit que nos effectifs sont relativement stables au cours des dernières années. Au niveau des incendies également, on demeure relativement stable dans le nombre d'incendies. Le nombre de décès a demeuré relativement stable également. Évidemment, on vise le 0 décès ultimement, mais pour une ville de 2 millions de personnes, avec notre force d'intervention, on a quand même un résultat qui est dans la moyenne facilement des grandes villes, des grandes métropoles. Au niveau de la semaine de la prévention des incendies, comme vous voyez, on a sensibilisé plus de 69 000 personnes. On a aussi la brigade d'avertisseurs de fumée qui a fait beaucoup d'activités en 2022. Toutefois, on voit que le résultat de cette brigade-là est de moins en moins pertinente avec le fait qu'on a maintenant dans la réglementation l'obligation d'avoir des avertisseurs de fumée munis de piles au lithium scellées qui ont une durée de vie de 10 ans. Et on est en train de revoir notre stratégie par rapport à l'approche pour avoir un meilleur résultat au niveau de la prévention et mieux utiliser nos ressources. Encore une fois, au niveau des activités de prévention, on a quand même atteint plus de 81 000 personnes avec différentes activités de sensibilisation. On a aussi les statistiques dans le rapport annuel par arrondissement et caserne et par ville-lieu. Donc, si vous avez des questions là-dessus, je vous laisse faire le tour de ça. Encore une fois, comme je vous ai dit, on a mis en annexe des statistiques de 2018 et 2019 également. Donc, juste à titre comparatif, vous voyez qu'on est à peu près vers un retour à la normalité en termes de volume d'appels, si on regarde 2018-2019 comparativement avec 2022. En termes des incendies de bâtiments, on a eu 1303 incendies de bâtiments total, qui est à peu près à la même ordre de grandeur que les années précédentes. Comme je disais tantôt, les causes principales demeurent les feux de cuisson et les articles de fumeurs.
Et ça fait essentiellement le tour des statistiques. Je n'irai pas dans le fin détail de ça. Si vous avez des questions précises, on va être disponible pour répondre à vos questions. J'aimerais juste parler un petit peu plus du rôle du Bureau d'équité, diversité et inclusion. On travaille en étroite collaboration avec la commissaire pour la lutte aux discriminations systémiques et racisme. On a fait énormément de travail ensemble pour faire la formation, pour diffuser des capsules de sensibilisation. On a changé la place du Bureau d'équité, diversité et inclusion parce que c'était attaché au centre de formation avant, puis on l'a attaché maintenant en 2022 à la direction des opérations, notamment avec M. Chedid. Et je parle souvent directement avec Mme Saint-Pierre pour être sûr que ça demeure une priorité pour l'ensemble de l'organisation. Les actions, si vous voulez aborder un petit peu plus les actions particulières, Mme Saint-Pierre, je ne sais pas si vous voulez parler un peu des réalisations du BEDI en 2022. Oui, avec plaisir. Donc, bonjour. Dans le fond, on a mis en place un partenariat avec le BRDS pour former l'ensemble du personnel du CIM d'ici le printemps prochain, en 2024. On a débuté par la direction, les membres de la direction du service qui ont tous été formés. C'est une sensibilisation au respect et à l'équité d'une durée de 3h30 qui souvent déborde à 4 et même des fois on a eu 2 sessions tellement il y avait de questions et d'engouement pour apprendre et mieux comprendre. Donc c'est donné par la division du respect de la personne puis par Boshra Manaï elle-même qui rencontre les gens. La direction a été rencontrée, les chefs, les chefs de division, pardon. Puis maintenant, on est à former les chefs aux opérations. Donc, même après-midi, on a une formation à ce sujet-là. C'est fait vraiment sous forme d'échange pour permettre aux gens de comprendre les enjeux. Puis, on va poursuivre avec les lieutenants, les capitaines à l'automne prochain et les pompiers-pompières également. Jusqu'à maintenant, là, ça fonctionne très bien, puis on atteint les objectifs. La clé étant, bien sûr, de prévenir les événements en caserne, de bien comprendre les enjeux. Puis on a différents événements d'attraction qui ont eu lieu pendant l'année. Certains d'entre vous ont eu la chance de venir y participer. À chaque fois, vous êtes toujours les bienvenus, c'est sûr et certain. Donc, ça fait le tour pas mal de nos réalisations 2022. Évidemment, c'est un résumé assez rapide, mais je suis très fier de l'équipe qu'on a au CIM qui fait une différence dans la vie de beaucoup de gens à chaque année dans cette grande métropole de Montréal, et on est fiers d'être à votre service. Merci beaucoup pour cette présentation, beaucoup de chiffres. Je pense qu'il y aura des questions de la part des commissaires là, suivant la période de questions et commentaires du public. Est-ce que il y a M. Alain Vaillancourt qui désirait faire un mot là, avant qu'on aille en pause? Oui, merci. Mais je voulais juste prendre 2 minutes pour remercier tout le monde, M. Limen et toute votre équipe, Annick Maletto, directrice du Centre de sécurité civile. C'est un travail incroyable, comme vous voyez, l'ampleur de la tâche est énorme, autant en intervention qu'en prévention. Donc, je voulais le nommer, je voulais vraiment vous remercier par rapport à tout le travail que vous faites. Aussi, M. Ross, M. Gosselin, qui font un très bon travail au niveau de leurs membres, leur membership, et tous les pompiers, pompières là, qui sont sur le territoire. J'ai eu la chance de les accompagner, une équipe, je le mentionne régulièrement depuis que je suis allé, mais je vais le faire publiquement. J'ai accompagné une équipe à la caserne 5, je pense à l'unité 3, le capitaine Martin Corriveau, pour un 24 heures, où j'ai sorti avec eux pendant tout leur shift et j'étais extrêmement impressionné par le travail qu'ils font. Je pense sur 24 heures, on a sorti une 20aine de fois en termes de premiers répondants. Et le travail qu'ils font sur le territoire avec les victimes, avec les proches sur leurs appels, c'est extraordinaire. Puis je l'avais mentionné avant, dans ces situations-là, ces gens-là, les victimes, les personnes concernées, s'en rappellent de ces événements-là. C'est traumatique pour eux autres. Cette première intervention est essentielle, tellement importante pour la suite des choses, pour eux, pour cette situation-là qu'ils vivent. Puis ce que j'ai vu, moi, sur le territoire, sur ce chiffre-là, était juste incroyable. Alors, je voulais aussi les féliciter pour tout le travail qu'ils font, que les gens ne voient pas nécessairement là, dans le grand public. Alors, merci.
Donc, afin de prendre les dernières inscriptions de personnes qui souhaitent adresser une question ou un commentaire, nous allons prendre une courte pause avant de poursuivre la séance. Donc, je vous dirais, il est 10h02, peut-être à 10h10, on sera de retour.
Rebonjour. Nous voilà à la période de questions. Je vais tout d'abord appeler les personnes qui souhaitent intervenir, qui sont présentement dans la salle. Donc, nous avons une personne qui s'est inscrite à la période de questions. Il s'agit de M. Marcel Lanoux. Je vous donne la parole, M. Lanoux. Bonjour, Madame la Présidente et membres de cette commission. Je viens de recevoir les documents. J'apprécie qu'il y a des cartes de territoire dedans. Puis les documents sont beaucoup mieux que les années passées parce que dans le passé, j'en ai vu de toutes les couleurs avec les documents. Ma question est la suivante. Je voudrais savoir le pourcentage du temps que les pompiers passent à être premiers répondants. Merci pour la question. Dans le fond, les interventions médicales d'urgence représentent environ 60% de notre volume d'appels. Toutefois, en termes de pourcentage de temps dédié à une intervention, les interventions de premiers répondants sont très courtes en durée parce qu'aussitôt qu'Urgence Santé arrive, on transfère les soins à Urgence Santé à un palier supérieur et on redevient disponible pour un autre appel. Des fois, on va rester sur les lieux pour donner un coup de main aux paramédics, mais généralement, les interventions qu'on fait sont de courte durée, mais représentent quand même 60% environ de nos interventions totales. Ça va. Merci, monsieur. Bienvenue. Est-ce que vous aviez une autre question? Non, merci. Donc, nous allons passer maintenant à la période de questions des personnes qui se sont inscrites en ligne, à moins qu'il y ait d'autres personnes dans la salle qui voudraient intervenir. Non? Donc, nous avons en fait 3 fois la même question en provenance de Madame Nicole Corrado. Je vais la lire. I'm autistic and live in Beaconsfield. I like that the Montreal Police now have a police and social worker response pilot similar to Toronto Mobile Crisis Intervention Team. But I would prefer if Montreal had a non-police mental health response option, similar to Toronto 211 Taibu program. I feel uncomfortable around police, especially when I feel neurologically deregulated. I would prefer a non-police ambulance like Toronto has. Of course, this question is for the SPVM, which is not the subject today. So I would suggest you to look at the Commission website. The SPVM would probably in the next few weeks be back here and you'll be able to ask your question. I do have another question. J'ai une autre question en provenance de Madame Nicole Corrado qui se lit comme ça. Please contact Montreal Autism House and ask if any autistic persons wants to teach about autism. Autism training must come from autistic person, not just from people who work with autistic persons. Firefighters and paramedics have a calmer approach than police. I would prefer if Montreal had a non-police mental health response option similar to Toronto 211 Taibu program. I feel uncomfortable around police, especially when I feel neurologically deregulated. Il y a peut-être une partie que vous pourriez répondre dans la question. Oui, effectivement. Est-ce que je peux répondre en anglais pour la personne? Oui, définitivement. So just to let you know, we do work with the SPVM as well as the CIUS, who has the responsibility for health and social services. We work together with various prevention programs, especially with different populations that are in need. In our medical calls with Urgence Santé, we do respond to mental health crises occasionally, and we do what we can to train our firefighters to respond to these.
I have to say that I'm the proud parent of an autistic child as well, who's no longer a child, now an adult. So I am very sensitive to the question of autistic people helping and training other people with autism. But we do integrate into our training for first responders aspects of how to approach mental health crises when someone is in distress. We do work together with the respective agencies to take care of that. Je vais peut-être faire un petit résumé en français. La question, en fait, de Madame Corrado était de savoir si, à Montréal, en fait, la Maison Autisme de Montréal ont des personnes autistiques qui peuvent enseigner sur l'autisme et offrir également de l'enseignement sur les personnes autistes et comment intervenir. Et Madame Corrado demandait si les pompiers et pompières qui ont, selon Madame Corrado, une approche plus calme, s'ils avaient cette sensibilité. Et M. Libman a répondu que le CIM travaille non seulement avec le CIUS, mais également avec Urgence Santé, et notamment, surtout lorsqu'ils ont à être premiers répondants, ils ont cette sensibilité d'intervenir parce qu'ils interviennent avec différents publics et notamment avec les personnes autistes. Donc, c'est une sensibilité qu'ils ont. Voilà. Ce qui met fin à la période de questions du public. Je vais passer maintenant à la période de questions des commissaires qui souhaitent intervenir. Donc, est-ce que j'ai des commissaires présentement qui voudraient poser des questions ou faire des commentaires? Est-ce que vous avez des questions? Allez-y, M. Sari. Ça a besoin juste de briser la glace. Je suis sûr qu'ils ont des commentaires, ils ont bien évidemment des questions, mais j'aimerais bien débuter surtout, comme l'a fait le responsable de la sécurité publique, de remercier les pompiers et pompières qui sont sur le terrain, ainsi que l'ensemble des personnes de l'équipe de Mme Annick Maletto, pour l'ensemble du travail qui a été fait, que ce soit pour... même si on pense que le COVID est derrière nous, mais quand même, il faut réitérer ce remerciement. Réitérer aussi le remerciement pour le travail qui a été fait par rapport au verglas et par rapport aux inondations. Un grand merci de la part de l'ensemble des citoyens et citoyennes. Ça, ceci dit, bien évidemment, quand on voit le rapport, et le directeur l'a bien mentionné aussi également, si on se compare à d'autres métropoles en Amérique du Nord, on est quand même dans une bonne moyenne, puis c'est quelque chose qui quand même, quand on se compare, c'est important. Ceci dit, un des éléments que moi je préfère quand on veut faire de l'analyse de performance, je préfère de loin faire une analyse évolutive et non pas comparative. C'est très important. Où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on est. Si on voit le tableau, je n'ai pas les chiffres en tête, mais je vois que le nombre d'inspections a baissé. Alors, c'est sûr que c'est un élément que j'aimerais avoir plus d'explications, amplement d'explications, peut-être ici en public. Et j'aurais une deuxième question, peut-être en lien avec la réponse que vous allez me donner à ce niveau-là. Merci, M. Sari. C'est une excellente question. Et essentiellement, la réponse, c'est qu'on veut mieux atteindre l'objectif en matière de prévention et gestion intégrée des risques. Donc, pour le comment, je vais quand même passer la parole à notre experte, Mme Chantal Bibeau. Merci pour la question. Effectivement, on voit une baisse depuis 2017. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, et on est dans un changement de culture au niveau de la façon d'approcher la prévention incendie, à l'époque, on visait davantage une approche quantitative de nombre d'inspections. Cependant, lorsqu'on fait de la prévention, il faut regarder l'usage du bâtiment, le risque et l'impact. Pour vous donner un exemple très simple, si je fais 6 inspections de triplex et quelqu'un d'autre, un autre agent de prévention, fait une industrie qui est sous le règlement d'urgence environnementale, fait un CHSLD,
la tour du Canadien, etc., vous comprenez où je vais, l'impact pour la communauté n'est pas la même. Alors là, on a vraiment amorcé un changement pour plusieurs programmes de prévention incendie depuis l'été 2022 et ça en fait partie. Alors, dorénavant, vous allez avoir dans les prochains rapports annuels une lecture plus juste des risques à Montréal. Merci beaucoup pour la réponse. Et si je comprends bien, les inspections maintenant sont plus ciblées sur des causes avec une corrélation qui a été déjà analysée, si j'ai bien compris. Oui, et c'est toujours en amélioration. Et également, j'en profite pour vous mentionner qu'en parallèle à ça, il y a le Bureau de l'analyse d'incidents et recherche de causes d'incendie que nous sommes à mettre en place en 2023 parce que le travail de recherche de causes d'incendie aide énormément la direction du CIM et ses partenaires à vraiment identifier les secteurs qui ont des risques particuliers ou différents. Les risques ne sont pas pareils partout à la ville. Alors, avec le bureau, c'est une analyse additionnelle qu'on va pouvoir mettre dans notre appréciation de où on doit aller. Alors, je veux juste peut-être, pour que la compréhension, c'est Oui. que où est-ce qu'on va aller pour faire des inspections, pour réaliser des inspections, sont en lien avec des causes qui ont été analysées par rapport au bureau d'analyse? Entre autres. C'est un des facteurs. Alors, nous, ce qu'on regarde, c'est toujours le risque du bâtiment, l'usage, et ensuite de ça, toutes les causes et les analyses qu'on fait, ce qu'on veut, c'est mettre ça davantage ensemble et être capable d'avoir plus de précision où on va aller déployer notre force de frappe de prévention. Sur un article que j'ai lu à peu près de 2022, les causes d'incendie au niveau mondial ont beaucoup évolué et évoluent de manière beaucoup plus rapide. Et un article qui est sorti ici au Québec, je pense que c'est le journal La Presse, à part si je me trompe, parlait vraiment d'augmentation de causes liées aux batteries lithium. Ce matin, en venant ici au bureau, au conseil de ville, on voit clairement qu'il y aura de plus en plus de batteries de lithium. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une baisse, même il y a un enjeu par rapport à leur recyclage ou leur vraiment fin de vie, cycle de fin de vie. Est-ce qu'il y a un travail qui est fait au niveau des inspections ou des lieux qui peuvent être plus causés, plutôt des lieux qui peuvent entreposer et causer des incendies dans ce sens? Oui, tous les aspects de piles au lithium sont analysés par le CIM en collaboration avec les opérations également. Le bureau d'analyse d'incidents, dans la dernière année aussi, est venu préciser comment les pompiers et pompières peuvent venir nous identifier lorsqu'il y a un incendie avec une pile au lithium qui est présente. Alors, on voit dans les données une hausse et on regarde, oui, les comportements des citoyens, parce que souvent, c'est relié à ça. Ils achètent soit des appareils non homologués, ne font pas l'usage tel que le guide du manufacturier l'indique. Et aussi, ben oui, où on les produit, où on les dépose pour le recyclage. On regarde tous ces avenues-là et ça nous aide à aller préciser où on doit faire des inspections. Si vous me permettez juste d'ajouter quelque chose, on suit également les meilleures pratiques partout. On a envoyé des gens de la prévention et des opérations à un symposium à New York parce que FDNY est vraiment un leader en termes d'incendie de batteries au lithium. Ils ont beaucoup d'enjeux avec des appareils de micromobilité qui sont entreposés et mis sur la charge dans des entrées d'appartements qui a causé plusieurs décès à New York. Donc, on fait beaucoup de benchmarking avec les autres services pour être sûr qu'on est à la hauteur des meilleures pratiques. La sensibilisation est un élément crucial là-dedans. Vraiment d'expliquer aux gens qu'il y a des façons d'utiliser des différents appareils avec des piles au lithium de façon sécuritaire. En fait, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples justement d'appareils qui utilisent des batteries au lithium, juste pour qu'on puisse se connaître? Là. Mais à titre d'exemple, des vélos électriques, des trottinettes, scooters, des trottinettes électriques. Ça, c'est le genre de choses qui causent des gros problèmes, surtout à New York. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de voiture à New York, qui se promènent avec ce genre d'appareil. Et à cause des appartements, mais souvent, ces vélos-là sont mis à l'entrée
de l'appartement branché et quand ça prend feu, il n'y a plus d'issue. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille en matière de sensibilisation du public, aussi du côté des opérations. On ne néglige pas les incendies, les feux de véhicules électriques, c'est moins fréquent, mais quand il y a un accident, un impact, il peut y avoir un incendie qui implique ce qu'on appelle thermal runaway, c'est quoi le terme? Emballement thermique, merci Chantal. Et ça, c'est très difficile à éteindre. Donc, on travaille également avec différents services on suit qu'est-ce que les fabricants de ces véhicules-là nous suggèrent en matière de processus d'extinction. Si je peux me permettre, M. Lemine, juste pour complémenter, dans la gestion de risque dont vous mentionnez précédemment, évidemment que l'endroit où ce qu'on va toujours prioriser, c'est tous les lieux où il y a de l'hébergement. Alors, quand on fait nos analyses avec le bureau, avec nos collègues aux opérations, c'est toujours ces endroits-là qu'on va viser en priorité. Justement, M. Sari disait que beaucoup de choses ont changé dans les dernières années, notamment les matériaux qui sont utilisés pour la construction de maisons. Et en lisant là, avec détail le rapport, on se rend compte que les défis que vous confrontez à chaque jour sont de plus en plus nombreux et diversifiés. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus justement du temps pour que des matériaux qui étaient utilisés il y a plusieurs années versus les matériaux qui sont utilisés pour la construction des maisons aujourd'hui, le temps pour que ce matériel prenne feu là, et la différence et quels sont les enjeux que vous faites face? Mais justement, j'essaie de trouver la vidéo. Malheureusement, je ne l'ai pas amenée, mais la dernière fois, on vous a montré une vidéo qui montre vraiment la rapidité avec laquelle un incendie aujourd'hui peut survenir à cause des matériaux qu'on retrouve à l'intérieur des bâtiments. Si vous me donnez quelques secondes, je peux essayer de le trouver. Non, je ne pourrais pas le trouver ici, mais... Bien, en attendant, peut-être j'ai comme une commissaire qui aurait... Mme Christensen, vous avez une question? Oui, merci. En attendant pour la vidéo, c'est peut-être pour Mme Bibeau, qui revient au niveau des inspections pour les véhicules avec des piles de lithium, de trottinettes, beaucoup de jeux d'enfants qui ont des piles de lithium. Même ici, on a une salle où tous les personnels, les élus, ramènent peut-être un Bixi, peut-être une trottinette. Est-ce que vous prévoyez quand vous dites prioriser les endroits où on a plus de ces appareils là, est-ce que vous voyez des écoles en commençant? Parce que souvent, on a un abri, on a un endroit. Moi, Sophie, et je suis directrice de magasin. Et peut-être on va voir la vidéo. Je suis désolé, j'essaie de trouver la vidéo, puis je manque. Mais c'est plus dans ce sens-là. Et quand est-ce que vous prévoyez de commencer ces types d'inspections? Parce que les écoles, il va finir pour l'été, les camps de jour, parce que je le vois dans ma tête où est-ce que j'habite, puis il y en a beaucoup des petites trottinettes avec des enfants dessus, puis il va l'amener ça dans un endroit pour les camps de jour, laissant-toi un abri, puis dans une grosse chaleur. Est-ce que vous voyez des inspections qui vont débuter bientôt? Bien, en fait, pour nuancer, c'est pas qu'on inspecte ces appareils-là, mais les lieux. Alors, les lieux, on inspecte en priorité l'habitation. Et ce qu'on vise, c'est de sensibiliser la population aux différents risques par rapport à l'utilisation. Alors, dans la vision de la prévention qu'on a présentée à tous nos employés en 2022, il y a un pilier sur lequel on axe beaucoup, qui est le partenariat. Donc, on veut faire des démarches avec les écoles, avec les différents utilisateurs de ces appareils-là, pour les sensibiliser lorsqu'ils les achètent. Et ce qu'on voit beaucoup, c'est que les gens achètent des trottinettes, vélos ou autres appareillages pour les ordinateurs ou téléphones en ligne qui ne sont pas homologués. Donc, ce n'est pas autorisé d'être utilisé ici au Canada et on doit sensibiliser la population. Et on fait plusieurs démarches avec les communications aussi pour pouvoir arriver à communiquer le risque aux gens et améliorer le comportement humain en lien avec ça. L'autre chose que je vous disais, c'est lorsqu'on priorise les habitations, évidemment qu'on regarde davantage la présence de ces outils-là ou ces véhicules-là et on sensibilise l'occupant. Alors, si on voit une personne âgée qui a un
je pense qu'on appelle ça un triporteur, là, je ne suis pas certaine. Souvent, ils les placent près du moyen d'évacuation. Bien, à ce moment-là, on va les sensibiliser pour dire où est le bon endroit. Et l'autre chose que je vous dirais en terminant, c'est qu'on réfléchit. À chaque année, on fait des révisions réglementaires. Et si on voit qu'il y a un problème, bien, on va réfléchir à revoir notre réglementation pour mieux sécuriser la population. Dans ce sens-là, vous avez déjà commencé ces types d'inspections au niveau de sensibilisation? Bien, oui, au niveau de tout ce qui est pile au lithium, on a différents outils sur la page Internet, on fait déjà des sensibilisations. On a inclus ça dans les moyens de communication pour nos visites résidentielles. C'est déjà quelque chose que les agents de prévention communiquent aux citoyens, mais ce n'est pas gagné. Et avec les risques émergents qu'on voit, qui sont nouveaux, comme les piles au lithium ou autres, on doit davantage investir en sensibilisation. Puis c'est un des axes qu'on veut améliorer et avoir une meilleure proximité auprès des citoyens par les agents de prévention et les pompiers et arriver à mieux le communiquer, mais en partenariat avec d'autres organisations comme les CIUS, comme les écoles, comme le SPVM, plusieurs autres partenaires. On s'entraide. Merci beaucoup. Bienvenue. Donc, je m'excuse pour le petit hic technique. J'essaie de trouver la vidéo que je vous ai montrée lors de notre séance. Et donc, vous avez posé la question. Underwriter Laboratories a fait une étude en 2020. Ils ont mis de la fourniture moderne dans une chambre, puis de la fourniture des années 70 à peu près dans une autre chambre, et ils ont mis le feu exactement au même moment. Et on a observé comment le feu évolue. Et on voit dans ces deux salles-là la rapidité de l'évolution de l'incendie. Et ça, c'est un enjeu évolutif qui pose un risque pour nos membres parce que, comme vous allez voir, nos pompiers souvent arrivent au moment que le feu va subir ce qu'on appelle un embrasement généralisé. Tous les gaz chauds vont allumer dans la chambre. Donc, on voit du côté naturel, le feu commence un petit peu plus rapidement parce que c'est des matériaux qui n'ont pas les mêmes couvertures, mais on voit à 2 minutes le côté synthétique. Une fois que le feu poigne, premièrement, vous voyez la fumée noire qui se dégage, la fumée et c'est ça qu'on sait tue la plupart des occupants. On est juste à 3 minutes et 19 secondes et on voit que déjà, c'est un environnement qui est difficilement survivable si on n'a pas d'avertisseur de fumée qui nous prévient dans la première minute que quelque chose commence à brûler. Et on voit que déjà, à un petit peu plus de 4 minutes 30, la possibilité de survie est quasiment nulle. À 5 minutes, la chambre est complètement embrasée à 4 minutes et 50 secondes. Donc, quand on parle de l'importance des avertisseurs de fumée, vous voyez que dans les années 60-70, avec du matériel qui était fait en bois, et beaucoup moins de plastique et matériaux synthétiques, on avait quand même un certain temps pour sortir. Aujourd'hui, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, on demande aux gens de faire beaucoup attention au bon fonctionnement des avertisseurs de fumée parce que ça sauve des vies. Et même si les pompiers répondent en dedans de 4 ou 5 minutes, et on a quand même des bons temps de réponse, des fois, l'environnement n'est plus survivable. Bon, c'est une vidéo que je trouve impressionnante. Une autre question, si... monsieur... Merci. Est-ce que vous pourriez revenir sur le projet pilote qui consiste à avoir l'équipe de pompiers flottants ou volants, je suis certain du terme que vous avez utilisé. Qu'est-ce qui a mené à la mise en place de l'équipe? C'est quoi le bilan que vous en faites jusqu'à maintenant? Mais essentiellement, lors de la négociation, la dernière convention collective, un des objectifs, c'était de réduire le temps supplémentaire. Il y avait une proposition de mettre en place des pompiers temporaires
Mais les pompiers temporaires posent énormément de difficultés en matière d'intégration au climat, de savoir combien d'heures qu'ils vont travailler d'une semaine à l'autre, etc. Et ce qu'on a mis en place comme projet pilote, au lieu d'avoir des pompiers temporaires qui sont au-delà de l'effectif normal minimal, c'est des pompiers flottants. Donc, c'est des employés qui sont engagés comme pompiers à temps plein, qui vont faire 168 heures dans leur cycle d'un mois de travail, mais dans la première année, peuvent être déplacés d'un quart de travail à l'autre. Et avec la planification prévisionnelle du temps supplémentaire, mais on peut dire aux gens d'avance, mais là, la semaine prochaine, vous allez travailler sur tel quart de travail. Je ne sais pas si M. Villeneuve veut élaborer un petit peu plus. C'est vraiment la direction des opérations qui chapeaute ce projet. Comme M. le directeur l'a expliqué, le but, c'est d'optimiser nos ressources pour couper le temps supplémentaire tel que négocié dans la convention collective. Puis on a des attentes au final qui a été négociées. Donc, l'utilisation des pompiers flottants, c'est vraiment l'optimisation des ressources pour les utiliser à bonne place, au bon moment, pour réussir à couper du temps supplémentaire. Ça nous donne une flexibilité et c'est un effectif qui est à même la structure, pas en surplus. Donc, on n'a pas de personne année de plus. À même la structure, on peut utiliser les pompiers flottants pour couper du temps supplémentaire. C'est un projet pilote qui a été fait en collaboration avec l'Association des pompiers. On s'est entendu avec une note d'entente, puis on a une reddition de compte à la fin de l'année. Puis pour l'instant, le projet va de bon train. Si je peux juste ajouter, et aussi on a demandé s'il y a des gens qui se portaient volontaires, pas juste les recrues en première année. Et il y a quand même plusieurs personnes qui se sont portées volontaires d'être flottants, parce que ça donne l'opportunité avec un petit peu moins d'ancienneté d'aller travailler dans des casernes qui sont qui voient peut-être un petit peu plus d'action que leur caserne d'attache. Merci. Juste une question qui suit un peu la question de M. Gratton. Est-ce que ces pompiers sont attachés à une caserne? Oui, les pompiers ont une caserne d'attache. Je ne sais pas si vous voulez élaborer plus. C'est une bonne question. Oui, effectivement, c'est un pompier normal, comme tous les pompiers qu'il y a. Ils ont une caserne d'attache à temps plein sur un quart de travail de 168 heures, dans laquelle on peut modifier une fois son quart de travail. Donc, il est attaché à sa caserne, plus facile de suivi au niveau des formations continues, les maintiens de compétences. Il y a un gestionnaire qui est attaché avec. Il y a son officier commandant. On est capable de suivre son évolution, son intégration et son développement. Contrairement aux pompiers temporaires, qu'on n'aura pas de point d'attache. C'est excellent. Ça, je trouvais que c'était important. Est-ce que j'ai d'autres questions en provenance des commissaires? Mme Smith, allez-y. C'est pas vraiment une question de la présentation, mais plus un commentaire de qu'est-ce qui se passe à Nouvelle-Écosse avec vos collègues à Nouvelle-Écosse maintenant, les feux là-bas. Est-ce que vous envoyez des gens pour l'aider ou est-ce que pas pour le moment? En ce moment, on n'a pas de demande d'entraide dans d'autres villes. Ouais, c'est vraiment triste qu'est-ce qui se passe là-bas. Alors, juste peut-être pour la question des batteries lithium, avant d'aller plus loin, je pense que l'idée, oui, on peut avoir même des appareils homologués, mais par contre, les gens maintenant, pour remplacer leur batterie, peuvent commander n'importe quelle batterie de n'importe où, mais celle-ci n'est pas homologuée. Le problème, c'est quand on la laisse plugger tout le temps à 24 heures pour avoir vraiment une charge totale, c'est là où ça peut vraiment causer des incendies. C'est ce que j'avais vraiment compris dans la lecture que j'ai eue. Oui. Je ne suis pas spécialiste, mais... Vous avez raison. Et dans nos offensives de prévention, ça fait partie de ce qu'on dit aux gens. Ces appareils-là, moi, j'en ai des appareils comme ça. Cependant, ça vient avec un guide du manufacturier qui spécifie, par exemple, de le charger sur une surface qui est incombustible, de ne pas le laisser brancher à l'année puis l'utiliser à l'occasion. Alors, nous, notre rôle, c'est de venir sensibiliser et éduquer les gens. C'est une nouvelle technologie, c'est là pour rester. Il faut l'utiliser correctement, comme on le fait avec l'électricité ou autre. On fait le même genre de sensibilisation pour tous les types d'énergie comme ça.
Juste vous dire, c'est aussi le comportement. J'ai déjà chicané mes propres enfants pour avoir laissé un téléphone sur le lit en train de charger. Les jeunes aujourd'hui utilisent beaucoup leur ordinateur assis sur le lit, branché. N'importe quelle batterie va chauffer pendant que ça charge. En temps normal, ça ne chauffe pas un niveau qui est dangereux, mais c'est sûr que si on le laisse en dessous de la couverte, sur un lit, sur une surface combustible, ça peut poser un risque, même si c'est un chargeur homologué. Donc, on agit sur le comportement également. C'est sûr que je me disais, est-ce que j'allais poser la question, mais je poserai la question quand même. Il y a un article qui est sorti quand même, puis il y a eu une sortie médiatique là-dessus concernant un certain moratoire par rapport aux vérifications, aux inspections. Mais je pense que vous avez bien répondu à ça, puis je suis pas mal pour cette réponse. Je pense que j'ai compris un peu le sens. Ma question est plutôt un peu plus large. Y a-t-il d'autres éléments ou d'autres moratoires qui sont en place sur d'autres catégories de vérification ou d'inspection qui sont en place qu'on ne connaît pas à la commission ou en public? La réponse simple, c'est non. Il n'y a pas d'autres moratoires en place et il n'y a pas de moratoire en place. Et juste pour préciser, il n'y a jamais eu de moratoire sur les inspections. C'était simplement sur le processus juridique de certains types d'inspection pour plusieurs raisons de suivi, mais il n'y a aucun autre moratoire qui est en place. Et depuis l'arrivée de Mme Bibeau en 2021, puis la mise en place de la nouvelle vision en 2022, on est en train de modifier tous nos processus pour atteindre l'objectif de retour à la conformité. Notre objectif, ce n'est pas d'aller donner d'étiquettes. Notre objectif, c'est de ramener les bâtiments à la conformité. Si je comprends bien, il y a d'autres modifications dans les processus. On est toujours en train de mettre en place différentes modifications au processus pour avoir un meilleur résultat et on poursuit les inspections. Mais c'est sûr que les inspections, les lieux qu'on va faire, les inspections sont toujours ajustés en fonction justement du bureau d'analyse des incidents et en fonction des incidents qu'on constate sur le terrain. Et y a-t-il des modifications qui peuvent être aussi importantes que la modification en lien avec les aspects judiciaires qu'on devrait connaître? Je peux peut-être, M. Libman, si vous souhaitez complémenter, juste pour clarifier, parce que je pense que je comprends là, de votre interrogation. Il faut savoir qu'il y a certains services qu'on offrait, qu'on a décidé à un certain moment de cesser. Et je vous parle de ça de plusieurs années. Le terme moratoire, il y a des gens qui ont récupéré ça puis ils l'ont utilisé pour plusieurs sujets. Dans les faits, les moratoires qu'on avait, comme M. Libman disait, c'était en lien avec des rehaussements au niveau du système d'alarme. On avait des enjeux avec comment on procédait au niveau de la cour et à quel point c'était recevable ou non pour soumettre le dossier. C'était là-dedans. Mais l'inspection, on la faisait, on notait. Ensuite, pour les moyens d'évacuation, on inspectait les moyens d'évacuation. S'ils étaient embourbés ou encombrés, on demandait de dégager. Mais s'il arrivait un cas complexe, puis je vous donne un exemple tout simple d'un lieu de rassemblement où l'inspecteur se rend compte que la porte ouvre vers l'intérieur au lieu d'ouvrir vers l'extérieur, puis il se rend bien compte de l'anomalie, puis il veut demander que l'ouverture se fasse correctement, mais ça ouvre sur un trottoir d'environ X nombre de pieds, et il y a un risque de frapper les gens. Là, ça devient très complexe dans l'analyse, et ils n'avaient pas nécessairement toutes les connaissances, ils n'étaient pas outillés pour faire ça. Il y a eu une décision qui s'est prise à un certain moment en lien avec ça, et à compter de 2022, à fin 2022, on a fait différentes démarches. On avait amorcé des démarches pour corriger ça et former nos gens. Mais il y a certains délais administratifs nécessairement qui vont avec ça. Et on a accéléré le tout, mais on a de la formation à offrir à nos gens pour maintenir les compétences. J'aimerais, si vous me permettez, juste mentionner une autre chose. C'est depuis un certain temps qu'on oriente nos activités aussi vers des choses qui vont vraiment
porter fruit à notre mission de sauvegarder les vies. À titre d'exemple, on a mis en place le projet Sentinelle, où avant la saison des festivals, on fait un blitz dans les bars, les restaurants, les salles de spectacle, quand on sait qu'il va y avoir beaucoup de monde. Et on ne publicise jamais nos succès, mais à titre d'exemple, l'an dernier, les inspecteurs ont découvert un restaurant ou un bar avec un revêtement de plafond qui était identique au revêtement de plafond où il y a eu un incendie, où il y avait eu une centaine de personnes qui ont péri dans un incendie de Station Fire aux États-Unis. Donc, ça a été corrigé immédiatement sur le champ. Et c'est le genre de choses qu'on a peut-être prévenu un sinistre incroyable, mais c'est le genre de choses qui ne reçoit pas beaucoup d'attention. C'est très difficile en prévention de mesurer les résultats parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui aurait pu arriver si on n'avait pas posé ce geste. Peut-être rien, mais peut-être un incendie avec une centaine de morts. Donc, on axe vraiment nos activités plus vers les endroits où on sait qu'il y a des risques basés sur non seulement ce qui arrive à Montréal, mais on regarde ailleurs également. C'est sûr qu'il n'y aura pas de retour sur investissement, mais il y a un coût de ne pas le faire. Et ça, c'est là où je vous rejoins. Il y a un coût de ne pas le faire. Absolument. Mais on ne peut pas calculer c'est quoi l'apport que ça peut apporter. C'est un peu difficile vu qu'il n'y a pas eu d'incendie. Alors, c'est pour ça qu'il y a un coût de ne pas le faire. Pour le mesurer, il ne faut vraiment rien faire, puis là, vous allez mesurer l'impact. Cela étant dit, Mme Bibeau travaille avec nos gens au Centre de services stratégiques pour vraiment trouver des meilleurs indicateurs de performance à la prévention. On a un assistant directeur, M. Dave Waterhouse, qui a déjà publié en Fire Engineering 2 articles sur justement les coûts bénéfices, une étude économique avec un professeur, un chercheur en économie, de l'impact de la prévention des incendies ainsi que les opérations. Et ça porte fruit, mais c'est très difficile à mettre le doigt sur exactement combien on a prévenu en termes de pertes. J'ai peut-être 2 questions. Une, notamment en regardant vos chiffres, on se rend compte que parmi les personnes qui décèdent lors d'un incendie, 50% de ces personnes sont des personnes âgées. Et je vous pose la question, comment est-ce que vous faites face à ce défi? Parce que c'est des personnes plus vulnérables. Donc, je vous laisse la parole. Merci. Donc, c'est une très bonne question. C'est justement un des grands enjeux ou risques évolutifs auxquels on fait face. Avant, c'était plus les jeunes. Aujourd'hui, on voit que c'est plus les personnes aînées. On a plusieurs programmes en parallèle pour essayer de réduire ça, incluant la sensibilisation dirigée vers les communautés. Bien, je vais laisser à Mme Bibeau, parce que c'est elle qui a mis en place plusieurs programmes pour vous l'expliquer. Merci. Quand on parlait de nouveaux risques ou de préoccupations des enjeux sociétaux qu'on a, bien, le vieillissement de la population, vous avez raison, c'en est un. 47% de nos décès, ce sont des personnes âgées ou des aînés. Et maintenant, il y a une notion de grands aînés qu'on voit de plus en plus, 85 ans et plus. Alors, je parlais de partenariat tantôt. On a différents partenariats, dont un avec le CIUS de Montréal, le Centre-Sud, au niveau de la formation de leurs intervenants lorsqu'ils vont dans les cas de soutien ou maintien à domicile. Bien, ils sont là et souvent, c'est nos gens vulnérables. Alors, on leur demande pas de faire notre travail, mais d'être nos yeux. Et eux, bien, ils peuvent, on leur donne une petite formation pour dire, bien, s'il y a un avertisseur de fumée, bien, premièrement, regarde s'il y en a un ou non. S'il y en a un, de l'essayer. Si vous voyez que la personne aînée a des difficultés, est fumeur, on voit beaucoup de cas, vous savez, de gens qui accumulent dans leur logement syndrome de Diogène ou autre. Bien, on demande à nos partenaires, à la communauté, de nous aider à développer une culture de sécurité citoyenne. Puis on croit que ça passe par ce genre d'offensive-là. Alors, il y a ça, mais on a aussi des discussions avec d'autres partenaires, dont le ministère de la Santé et des Services sociaux, pour aller plus loin là-dedans. On a plusieurs autres programmes, là, mais c'est pour vous donner une idée de vers quoi on s'en va, parce qu'on est très préoccupés par ce point-là. Puis je vous donnerai le dernier point avant de terminer. Il y a aussi l'impact pour les opérations, pour les pompiers.
Lorsque eux arrivent, et dans les années à venir, lorsqu'ils vont arriver devant un immeuble d'habitation, ils vont mettre de plus en plus de temps à l'aide à l'évacuation avant d'arriver à entreprendre la suppression. Et pour nous, bien, on a un souci aussi pour nos collègues. On travaille ensemble. Nous, on essaie de sauver le même mission. On partage la même mission qui est de sauvegarder des vies. Alors, par les actions de prévention avec les aînés, on vise là-dessus. Mais il y a toute une notion aussi pour nos collègues dans la complexité du travail qu'ils font, là. J'aimerais juste rajouter, c'est très pertinent ce que Mme Bibeau dit. Au niveau de l'intervention, c'est le résultat final qu'on ne veut pas aller. Mais plus qu'on prend de temps à évacuer les gens, moins on peut intervenir au niveau des biens aussi. Fait que la mission du CIM, c'est de sauvegarder les vies et les biens. Fait qu'il y a un impact directement lié à l'intervention s'il n'y a pas une bonne éducation, une bonne prévention. Ça passe par l'éducation et la prévention. Et s'il n'y en a pas, mais l'impact est directement relié à l'intervention. On a les mêmes ressources, donc on va prioriser l'évacuation des gens. Puis ultimement, mais peut-être que les biens vont écoper. Fait qu'on ne peut pas aller là. Merci pour la réponse. J'ai peut-être une dernière question en lien avec le 911 PG qui s'en vient. Comment ça va vous affecter, cette nouvelle technologie que je comprends que c'est... on va pouvoir texter, mais... texter, puis on va le voir directement en direct. Mais comment ça vous affecte? Comment ça améliore votre travail? Excellente question. Donc, juste pour comprendre, il y a deux types de centres. Il y a un centre primaire qui reçoit les appels 911, et ça, c'est le SPVM qui le gère. Et il y a des centres secondaires où l'appelant est transféré pour qu'on fasse la répartition des effectifs, que ce soit du côté incendie, ambulance ou police. Ça va améliorer notre travail avec un petit peu plus d'exactitude d'information. À titre d'exemple, quelqu'un voit de la fumée qui sort d'un bâtiment, on va pouvoir éventuellement demander à la personne d'envoyer une photo ou une vidéo. Et on voit que finalement, c'est pas de la fumée, c'est de la vapeur qui sort d'une sortie de sécheuse. Donc, ça va minimiser les ressources qu'on va mettre à risque et envoyer potentiellement. L'autre côté de la médaille, c'est que ça va exposer nos préposés à beaucoup plus d'événements sensibles, et on est très soucieux de ça pour suivre nos employés au centre de communication en sécurité incendie pour être sûr que tous les moyens de soutien sont en place, que si ces gens-là vont voir des éléments visuels traumatisants, mais qu'on s'occupe de ces personnes-là. Et ça, c'est chez nous. Au SPVM également, on travaille ensemble sur ce projet-là. Dans le fond, le projet 911 PG, c'est en collaboration avec le SPVM, le CIM, le service des technologies de l'information et le service de gestion et planification immobilière, parce que c'est quand même une évolution majeure. Je vais demander peut-être une dernière ronde au niveau des commissaires. Le mercredi dernier, le jeudi dernier, je pense qu'il y avait un dîner d'infocrime, puis le sujet des personnes qui travaillent vraiment, que ce soit les policiers, policières, pompiers, pompières, qui peuvent avoir vraiment des problèmes de santé mentale liés à leur exercice d'emploi. Puis là, c'est quelque chose qui vient pour accentuer pas mal l'enjeu qu'on pourrait avoir quand on a au-delà, en plus du son, des cris, on peut avoir même des vidéos, des images, ça pourrait être très, très difficile. Ça m'amène un peu à parler d'un autre enjeu par rapport au métier lui-même. On voit qu'au service de police de la ville de Montréal, on a parfois des cohortes ou des groupes où on a des désistements. Est-ce qu'on vit la même chose au niveau de service incendie de Montréal? Il y a des jeunes qui, à la dernière minute, désistent et ne veulent plus être des pompiers ou des pompières à la ville de Montréal ou en général. Je vous dirais que ça arrive parfois qu'on a des désistements de personnes jeunes. Plus souvent qu'autrement, c'est pour déménager plus près de chez eux.
et éviter justement le voyagement dans la métropole, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens nécessairement d'acheter à Montréal comme tel ou d'habiter à Montréal comme tel. Mais à chaque fois qu'on a un jeune qui quitte, on fait avec les ressources humaines, pas une enquête, mais on pose des questions à savoir pourquoi la personne a quitté. On a quand même un programme d'aide aux employés qui est assez fort, qui est mené en collaboration avec l'Association des pompiers de Montréal, avec des pères aidants, pour justement essayer de diminuer l'impact. Mais c'est sûr que le travail de pompier ou pompière à Montréal n'est pas le même qu'ailleurs au Québec et dans plusieurs endroits. On est le 6e plus grand service incendie en Amérique du Nord en termes de population desservie. Et on a quand même une complexité qu'on ne voit pas nécessairement ailleurs. Il y a un volume d'appels, comme M. Vaillancourt peut témoigner au centre-ville, ça sort beaucoup. Et dans d'autres endroits également, Montréal-Nord, à différents secteurs. Donc, on s'occupe de nos gens, on essaie de prévenir les blessures de stress opérationnelles. On a nos chefs qui sont formés à venir en soutien. Mais on ne voit pas à ce stade-ci beaucoup de gens qui quittent pour des raisons de santé mentale. Au niveau des proposés, vous avez parlé d'un soutien. Est-ce que ce soutien est déjà mis en place ou il va être mis en place ou c'est en cours? Non, c'est en place depuis très longtemps. Pour les pompiers et pompières, c'est le programme d'aide aux employés avec l'APM. On a aussi le programme d'aide aux employés de la Ville de Montréal, aussi pour les agents de prévention et les agentes et agents de prévention et les préposés au centre de communication. Merci. L'ordre du jour étant épuisé, il est maintenant l'heure de lever la séance, mais avant, je veux remercier les membres de la commission, chacun d'entre eux, les représentantes et représentants du CIM, et je voulais vous remercier j'ai assisté pour la première fois à la sermentation des nouvelles recrues vendredi dernier. Ça a été, c'est toujours très émouvant, là, ce genre de moment où est-ce que les familles sont présentes et on peut voir la fierté là, de toutes les recrues. Et j'étais assez contente d'être présente parce qu'il y avait une belle diversité. Vendredi dernier, vous nous avez montré les chiffres, mais ça se voit. Vendredi, ça se voyait. Là. C'était très, très clair. Donc, je voulais... Puis j'ai aussi eu la chance, en fait, de mettre l'uniforme, de voir votre centre de formation. Et je ne peux pas imaginer avoir tout cet équipement, monter des escaliers, l'adrénaline qui vient, le feu, avec toutes les réflexions qu'on peut avoir dans un moment de stress, mais que c'est votre travail au quotidien. Alors, je tiens vraiment, au nom des Montréalais et Montréalaises, vous remercier pour le travail, peut-être qui est visible, et le travail qui n'est pas visible, que vous faites de façon quotidienne. Je sais que la semaine dernière, il y avait un gros feu là, qui était présent, et M. Liman, il y avait M. Villeneuve, il y avait peut-être d'autres, il y avait d'autres pompiers qui avaient passé la nuit sur les lieux, mais qui étaient présents tout de même et qui n'avaient pas dormi pour être présents pour recevoir les nouvelles recrues. Et ça démontre toute la fierté et vraiment toute la force de caractère que vous avez. Donc, merci au nom des Montréalaises et Montréalais. Et je désire également remercier tous les citoyennes et les citoyens qui se sont présentés ce matin et qui nous ont transmis leurs questions via le formulaire. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée.